Bonjour à tous, merci d'être ici pour le grand procès du productivisme. Avant qu'on commence, quelques petits rappels du protocole sanitaire. Gardez autant que possible, il y a des gens qui sont déjà placés, mais normalement c'est un siège sur deux pour garder les distances et surtout, gardez vos masques. Je sais que c'est pas très agréable, mais gardez vos masques à l'intérieur. On va essayer de garder les choses aussi, de tenir les horaires aussi pour la séance suivante pour pouvoir procéder au nettoyage. Mais on va pouvoir donc commencer. Je vais vous présenter nos intervenants. Donc, nous sommes sur ce grand procès du productivisme. Les chefs d'accusation, vous les devinez, c'est bien sûr la question de la destruction de nos ressources naturelles, de la planète, les conséquences sur notre santé, mais aussi les aggravations des inégalités sociales et territoriales, économiques. C'est le productivisme. Nous avons, nous socialistes, aussi une longue histoire partagée avec le productivisme, et nous avons aussi à nous interroger par rapport à cette question et pour nos projets d'avenir. C'était notre ambition dans ce grand procès. Clémentine Autain est procureure, donc elle mènera des plaidoiries à charge avec comme grand témoin Julien Bayou. Christophe Clergeau nous représentera en tant que partie civile au nom des socialistes, et il aura comme témoin Isabelle Saint-Jean. Et pour la défense, c'est l'avocat de défense, c'est Christian Eckert, que vous connaissez tous, ancien ministre du budget. Et donc, moi je suis surtout d'abord et avant tout maître du temps, c'est vous qui voterez à la fin. Et je vais donc tout de suite passer la parole à Clémentine Autain pour la première introduction. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes donc ici rassemblés pour le procès du productivisme, et je veux en introduction rappeler tous les phénomènes qui nous conduisent aujourd'hui à faire ce procès contre le productivisme au nom tout simplement de l'intérêt public. Il va de soi que pour démarrer, c'est le péril écologique qui menace désormais la capacité même des êtres humains à vivre sur la Terre. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'habitabilité même de l'humanité sur la planète est en jeu, et donc c'est pourquoi ce procès est un procès fondamental, puisqu'il touche au cœur de notre système et qu'il met en jeu une question fondamentale qui est celle des ressources de la planète qui sont limitées de fait. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à produire inlassablement sans mettre en jeu aujourd'hui un certain nombre de phénomènes. Alors, les effets ne sont pas simplement pour demain. On a tendance à dire que le productivisme menace la planète avec le réchauffement climatique pour demain. Il y a du déjà là dans les conséquences, et donc au nom de l'intérêt public, je voudrais brièvement en introduction les rappeler. Je commence par les forêts. 20% de la forêt amazonienne a disparu en 20 ans. C'est tout à fait considérable et d'une rapidité exemplaire. On a des incendies qui créent des émissions de gaz à effet de serre, avec des dégâts aussi sur la santé des êtres humains. On sait aussi que la déforestation est dramatique pour la biodiversité. Je veux également parler de la fonte des glaces, qui va d'ailleurs si vite que des chercheurs se sont installés là-bas dans la zone arctique, et à peine avait-il eu le temps de mettre leur matériel que, en fait, ce qu'ils devaient observer s'était déjà écroulé. Il fallait qu'ils changent d'endroit pour se situer. Or, la fonte des glaces, elle va à une vitesse qui est tout à fait impressionnante, et ce sont des milliers de personnes qui, à court terme, vont être déplacées avec ce qu'on peut imaginer comme conséquences humaines, mais aussi comme potentielle guerre à l'avenir sur les territoires. C'est aussi une fonte des glaces qui accélère
en lui-même le réchauffement climatique et avec d'autres problèmes en chaîne. Je prends l'exemple par exemple de la perte de salinité de la mer qui va avoir un impact sur les courants marins et donc des impacts sur des territoires qui ne sont pas du tout sur la zone arctique. La disparition des espèces, un chiffre. En 40 ans, 60% des animaux sauvages ont disparu et ils ont disparu par le fait de l'agriculture intensive, du surpêchage, de l'urbanisation à outrance, de l'extraction minière, des pollutions multiples, et j'en passe. Et c'est vous dire s'il y a là des responsabilités qui sont en chaîne et qui font que, pour prendre un exemple qui m'est cher, la question des pollinisateurs, par exemple, avec les abeilles, qui disparaissent à grands pas et ça pose des problèmes considérables pour l'humain et pour l'alimentation, et notamment liés à l'utilisation des pesticides sur laquelle aucune réglementation sérieuse n'arrive à être mise en pratique et qui nous montre que la logique productiviste est particulièrement dangereuse. Puisque nous sommes à charge contre le productivisme, il faut parler des victimes. Et les victimes, là aussi, d'ores et déjà sont là. Puisqu'en France, il faut savoir que la deuxième cause de mortalité, juste après l'alcool, c'est précisément la pollution atmosphérique, les pollutions. 48 000 personnes meurent chaque année en France à cause de la pollution atmosphérique. Donc c'est là directement un procès qui met en jeu la vie humaine en France, ici, aujourd'hui. Et le productivisme, c'est aussi un immense gaspillage. Alors je commencerai bien sûr par le gaspillage alimentaire. 10 millions de tonnes chaque année en France passent dans les bennes à ordures. En termes de gâchis alimentaire, c'est difficile de faire pire, surtout quand on sait que dans le même moment, et on l'a vu avec le moment du confinement et de la crise du Covid, le nombre de personnes qui font la queue dans les chaînes alimentaires, les banques alimentaires est considérable. Et puis pendant ce temps-là, on y va, on met à la poubelle. Alors pas simplement des aliments, des objets aussi, puisqu'on est dans une société du régime de la surconsommation. Et donc on génère des tonnes et des tonnes de déchets qui vont à la poubelle avec des productions donc délirantes. La planète ne peut pas y survivre, mais je dirais que dans ce process, c'est aussi la question de nos désirs et du sens de la vie qui est en jeu. Parce que nos désirs non plus ne peuvent pas survivre à cette consommation délirante où finalement l'impression que la finalité de nos vies, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir en dépenser et qu'on est dans une espèce de course de vitesse happée par la publicité, par le marketing qui fait tourner nos vies en rond autour d'une espèce de ronde des objets. Enfin, le productivisme, c'est aussi ce qui a créé la croissance des inégalités dans le monde. Alors, pas simplement entre les pays, comme on l'a beaucoup entendu, mais aussi à l'intérieur même des pays. Et pour prendre l'exemple de la France, je voudrais citer ici une étude du directeur général de l'INSEE sur le partage de la valeur ajoutée. Entre 1996 et 2006, les 0,1% des mieux rémunérés, autant vous dire pas grand monde, ça fait 13 000 personnes, ont vu leur salaire brut augmenter de 28%, ce qui correspond à peu près à 5 000 €. Pendant que 60% des Français ont vu un gain de 130 €. C'est difficile d'avoir un chiffre qui mesure mieux à quel point le système productiviste, qui est corrélé au système capitaliste, génère des inégalités qui ne cessent de s'accroître parce qu'au fond, la logique productiviste, elle répond aux besoins du capital de s'accroître et certainement pas aux besoins de la population. Et pour conclure, je dirais que le productivisme nourrit fondamentalement, et c'est une raison à mon sens de ce procès, la perte de contrôle, le sentiment de perte de contrôle des populations sur leur destin, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas possibilité de maîtriser, qu'on regarde les alertes scientifiques, les courbes infernales de la hausse, c'est-à-dire du réchauffement climatique, et qu'on n'a pas de prise là-dessus. C'est une souffrance aussi, et une frustration à l'égard des inégalités, une perte de sens dans le travail, et j'y reviendrai tout à l'heure, et une inquiétude parce que c'est quand même incroyable que dans notre société, la majeure partie de la population a le sentiment que nos enfants vont moins bien vivre que nous, et ça veut dire qu'on n'est plus en capacité de se projeter, et tout cela, c'est l'enjeu de ce procès. Ce n'est pas à la main du marché, invisible, sur laquelle nous n'aurions pas de prise, c'est une décision politique par des dirigeants qui a conduit à ce que le productivisme puisse se déployer. Ce procès est donc un procès éminemment politique, car nous le verrons, le productivisme a un nom, il a des visages et il a des partis politiques qui les ont soutenus, et c'est pourquoi il était possible de faire autrement et que nous pouvons aujourd'hui faire ce procès.
l'avocat de la partie civile, Christophe Clermont. Madame la Présidente, Madame la Procureure, Monsieur l'avocat de la Défense, Mesdames et Messieurs les témoins, Mesdames et Messieurs les jurés, vous devez vous interroger sur la présence d'une partie civile dans ce procès. Madame la Procureure a déjà brillamment commencé à instruire le procès du productivisme et nous nous joignons à elle pour demander la condamnation du productivisme. Mais je voudrais remercier Madame la Présidente d'avoir accepté de joindre à ce procès la plainte contre le productivisme que vous avez déposée dans le cadre d'une action de groupe des militants socialistes. Action de groupe rendue possible d'ailleurs par une loi votée à l'initiative de Benoît Hamon, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pendant le quinquennat de François Hollande. Donc cette action de groupe a été jointe au procès pour vous permettre d'être représenté dans ce débat. Alors oui, je représente ici les militants socialistes, les électeurs, les sympathisants, tous les tenants des idées socialistes, qui se sentent doublement victimes. D'abord victimes comme citoyens, confrontés à tout ce que Madame la Procureure vient de commencer à décrire, toutes les conséquences du changement climatique et toutes les conséquences sur nos vies humaines du productivisme. Mais vous êtes aussi des victimes en tant que militants politiques, puisqu'on vous a expliqué que vous aviez partie liée au productivisme et que vos idées, vos combats devaient être évacués dans les poubelles de l'histoire avec la crise du productivisme et sa nécessaire alternative. Alors aujourd'hui, les socialistes demandent la condamnation de l'accusé. Nous discuterons de la peine, monsieur l'avocat de la Défense, nous sommes des humanistes et nous sommes pour les transitions, ça sera un des points de notre débat. Mais nous demandons pas seulement condamnation de l'accusé, nous demandons aussi réparation et réhabilitation pour les idées et les combats des socialistes. Alors avec la témoin, Isabelle Tisse-Saint-Jean, nous montrerons au cours de ce procès que contrairement au libéralisme, le socialisme n'a jamais fait du productivisme son objet, car le productivisme déshumanise notre monde et la quête sans limite de l'accumulation des biens matériels alimente la fragmentation de la société et fait le lit des conservatismes. Le combat des socialistes est bien de réhumaniser le monde. Nous montrerons également que disqualifier le socialisme conduirait à impuissanter la gauche et à rendre impossible l'alternative au productivisme. Car si l'écologie politique a une composante radicale, critique, spécifique, qui a permis de mettre à jour les dérives de notre système de vie de production et du productivisme, et ce qui a fait tout son succès politique, le socialisme continue à porter en lui, en son cœur, les valeurs, les principes, les combats, à partir desquels la gauche et les écologistes peuvent ensemble construire une alternative politique. Pour nous, la question sociale est première, la justice et l'émancipation restent les deux fronts des combats de la gauche, même s'il nous faut réinventer aujourd'hui un nouveau projet politique dans un nouveau paradigme, celui de la limitation des ressources et dans le contexte de l'effondrement du productivisme. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le sens que nous donnons à ce procès et la raison de notre présence. Merci pour votre attention. Madame la Présidente, Madame la Procureure, Monsieur l'avocat de la partie civile, Mesdames, Messieurs les témoins, Mesdames, Messieurs les jurés, merci du cadeau que vous m'avez fait en me commettant d'office comme avocat de la défense. Tout accusé a le droit d'être défendu. Vous m'avez choisi peut-être pour ma corpulence qui pourrait me faire ressembler à quelques avocats célèbres devenus ministres. Je n'ai pas de barbe. Mes yeux sont probablement un peu moins rouges. Mais en termes d'acquittement, compte tenu de ma vie antérieure, j'étais secrétaire d'État au budget, j'ai plutôt eu l'habitude d'obliger les gens à acquitter leurs impôts plutôt que d'être
acquittés au tribunal. Pour être plus sérieux, j'ai conscience que la tâche est difficile. Elle est difficile pour beaucoup de raisons. Évidemment, parce que l'accusé a pu prêter lieu à des exactions que nous aurons à évaluer ensemble, mais aussi parce que l'ère du temps a changé. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Dernière prudence, avant que nous avancions dans les débats, j'aurai l'occasion d'utiliser quelques témoignages. Le choix de ces témoins, vous le comprendrez, ne préjuge en rien de ma pensée personnelle ou de celle que je voudrais faire venir dans nos débats. Nous en reparlerons. Des excès ont été commis, oui, nous allons le voir durant ce procès. Mais, quitte à vous surprendre, en accord avec l'accusé, nous plaiderons coupables. Nous plaiderons coupables, mais nous demanderons, nous y reviendrons, une mise en liberté provisoire. Et nous sommes prêts à accepter un certain nombre de contraintes. Un bracelet électronique, oui, mais peut-être d'autres éléments plus concrets. Pourquoi? Parce que l'accusé, s'il a pu donner lieu à quelques dérives, Madame la procureure en a déjà évoqué quelques-unes, il a pu aussi apporter quelques éléments positifs. Nous aurons l'occasion d'y revenir, soit au niveau local, soit au niveau mondial. Et si les conséquences qui ont été évoquées, qui le seront probablement encore, sont réelles, elles n'ont pas toujours été connues au moment où les faits ont été commis. Et reconnaissons que, y compris la partie civile, a parfois négligé de prendre en compte les alertes qui ont pu être émises par quelques-uns. D'autres éléments pourront justifier, certes, d'une condamnation, mais d'une bienveillance dans la sanction, puisque l'accusé a été, ces derniers temps, fortement contenu, mis en cause, voire combattu, et que le présent procès en est d'ailleurs une preuve. Pour toutes ces raisons, nous aurons l'occasion donc de demander, certes, la condamnation de l'accusé, mais la bienveillance dans les sanctions, et que sa mise en liberté soit assortie de conditions qui permettront de protéger la société. Après ce premier cadrage introductif, j'invite Madame la procureure à commencer sa plaidoirie. Madame la Présidente, ah oui, on peut enlever la main. Madame la Présidente, Monsieur l'avocat de la défense, Monsieur l'avocat de la partie civile et les témoins et les jurés qui sont ici. Je voudrais commencer, puisque nous faisons le procès du productivisme, peut-être que nous avons besoin de nous entendre sur la définition de ce qu'est le productivisme. Le productivisme, c'est un modèle de développement. C'est un modèle de développement qui repose sur l'idée que le plus va apporter le mieux et que produire toujours davantage est non seulement possible, mais c'est souhaitable. C'est souhaitable, or c'est précisément cette logique et ce système économico-social qui va avec qui nous a conduits dans le mur dont je parlais tout à l'heure. Il faut revenir un petit peu à l'histoire, et une histoire assez courte d'ailleurs, puisque le productivisme s'est imposé avec l'essor à la fois des nouvelles technologies, je pense en particulier au transport. Il faut se rendre compte que ça a été l'essor des transports, la possibilité de faire circuler les personnes et les marchandises à une vitesse éclair à travers le monde de plus en plus, et aussi l'arrivée de l'informatique et de nouvelles technologies pour la communication de masse. Donc c'est une révolution qui est impulsée au tournant du 19e, 20e siècle, et qui s'accélère de façon très forte
Et au moment des fameuses 30 glorieuses, on a associé l'idée de progrès et de consommation. L'un allait avec l'autre. Alors il est vrai que, sans doute, l'avocat de la défense y fera référence, qu'à la fin des années 40, on manquait de tout. On manquait de tout, et au début des années 70, dans les foyers, le confort, d'une certaine manière, s'est installé, puisque d'un seul coup, de façon à une échelle de masse, on a eu accès au chauffage, à des douches individuelles, à la machine à laver, au soupe-minute, au livre de poche, réfrigérateur et que sais-je encore, et que le pouvoir d'achat, ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle toujours malheureusement, et j'y reviendrai, le pouvoir d'achat, d'une heure de travail, a été multiplié par 3 entre 1948 et 1967. Et cette possibilité, elle est liée bien sûr au progrès de la technique, mais aussi à une confrontation, à un compromis dans les rapports de classe. Mais à ce moment-là, on a le sentiment d'un progrès et d'un meilleur partage de la valeur ajoutée. Et ce meilleur partage apporte un mieux-être. Et les Français, d'une certaine manière, c'est vrai, ont pris goût à cette consommation pour pouvoir voyager, pour pouvoir avoir des bâtons de glace dans son réfrigérateur, etc. Et c'est la société tout entière qui, quelque part, est entraînée dans cette espèce de ronde des objets, et on bascule à bas bruit dans ce qu'est la société de l'hyper-consommation. Et c'est vrai que les yeux ne s'étaient pas ouverts sur les désastres de l'environnement, sur les inégalités, et je dirais aussi sur la vacuité de la fuite en avant dans l'achat. Sauf quelques-uns, et je voudrais en image tout de suite que vous écoutiez cette chanson que vous connaissez. Un joli scooter, un atomixer élu d'un lobbyot, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gonfle, un avion pour deux. Et nous serons heureux autrefois. Un avion pour deux et nous serons heureux. C'est la complainte du progrès, 1956, Boris Vian. Et à ce moment-là, on est dans cette espèce de folie, d'ivresse un petit peu de la consommation. Et on en est arrivé là, je crois, par un effet conjugué à la fois de l'aveuglement à l'égard des alertes sur les méfaits vis-à-vis de l'environnement, et aussi d'un dogmatisme profond ancré vis-à-vis des lois du marché. Et la croissance s'installe comme une espèce de mantra, et ce mantra, on ne le sort pas de la tête, on a un cadre de pensée qui nous empêche de voir ce qui est en train de se construire et d'arriver. Et en réalité, j'insiste là-dessus, je crois que le procès du productivisme est aussi le procès du capitalisme. Et c'est un procès politique, puisque ce système n'a pu s'imposer que parce que la puissance publique, les États, les collectivités, la société aussi dans ses votes, ont permis d'entrer dans le marbre des institutions, et particulièrement dans les institutions européennes, cette marche du monde tout à fait productiviste. Et sur l'aveuglement, je veux mettre en cause d'emblée ceux qui ont gouverné notre pays. Ceux qui ont gouverné notre pays, et y compris récemment, dans un moment où nous avions des alertes, et j'y reviendrai. Je pense en démarrer à Nicolas Sarkozy, qui a signé très tranquillement, par exemple, le traité de Lisbonne en 2007, ou qui est capable de nous dire, en 2010, je voudrais dire un mot de toutes ces questions d'environnement, parce que là aussi, ça commence à bien faire. Donc, vous voyez, nous sommes déjà assez tard, et l'aveuglement est total vis-à-vis des enjeux environnementaux et des problèmes. Mais il n'est pas le seul, puisque ensuite, François Hollande dirige notre pays, et que lui aussi est englué dans un certain dogmatisme antilibéral. Il signe, on se souvient, le CETA, il est là avec M. Trudeau, le CETA qui est vraiment à la gloire des échanges commerciaux internationaux et donc de la grande dérégulation économique, avec des conséquences en chaîne du point de vue productiviste et des méfaits sur l'alimentation, sur la santé, sur la protection de notre agriculture. Et d'ailleurs, quand il fait le bilan de son propre quinquennat, écoutez, me voilà ce qu'il dit. Eh bien, oui, ça va mieux. Ça va mieux, il y a plus de croissance, il y a moins de déficit,
il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité, c'est-à-dire de capacité pour produire, il y a plus de marge pour les entreprises, il y a aussi plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Voilà. C'est-à-dire que nous en sommes là en 2016, où au fond, le productivisme est totalement intégré, puisque les normes qui font que le président de la République peut dire que son bilan est bon ont trait à la croissance, à la baisse des impôts et à la compétitivité, c'est-à-dire tout ce qui fait le modèle productiviste aujourd'hui, néolibéralisme, austérité et entêtement dans l'idée que produire toujours plus apportera du mieux. Et ce sont des... Je ne vais pas lister toutes les mesures qui ont été prises, mais on le sait très bien, aussi bien des politiques telles que la PAC, qui concerne l'agriculture et qui a favorisé l'agriculture intensive au détriment d'une agriculture plus protectrice de l'environnement et qui permet d'avoir une nourriture à proximité et de qualité, ou alors le CICE, ce fameux plan qui a donné des milliards aux grandes entreprises sans aucune contrepartie en matière sociale et environnementale. On sait que des choix politiques ont continué à faire vivre cette logique productiviste. Et je veux immédiatement répondre à l'avocat de la Défense qui a d'ores et déjà commencé à nous expliquer que les alertes n'existaient pas. Alors là, je m'inscris totalement en faux et je veux dire à quel point précisément des alertes existaient depuis fort longtemps et que l'un des problèmes, c'est que les dirigeants se sont moulés dans ce fameux TINA, vous savez, There is no alternative, produit par Margaret Thatcher, et qui, au fond, nous fait croire que c'était le seul chemin, qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'on n'était pas capable de faire autrement, et que, d'une certaine manière, on va déresponsabiliser le productivisme et les choix politiques qui ont été faits, puisqu'il n'y a pas d'autre chemin, et que c'était le seul chemin possible. Alors, un petit point, notamment à destination de l'avocat de la Défense, pour rappeler les précurseurs qui, très tôt, ont mis en alerte, et qui n'ont pas pu passer inaperçus, notamment pour les dirigeants des États, pour les dirigeants politiques. Je vais démarrer par les institutionnels, parce que peut-être vous n'avez pas vu le reste, mais enfin au moins les institutionnels. Je démarre avec le Club de Rome. Le Club de Rome, c'est en 1968, avec un groupe de réflexion qui associe à la fois des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires, des industriels de 52 pays, et qui alerte déjà en 68 avec ce fameux rapport qui se fait connaître donc en 1972, le fameux rapport Meadows, qui interpelle sur la logique même de la croissance. On est au début des années 70. Je prends un autre rapport important, 1986, le rapport Brundtland, qui est du nom d'une femme, une norvégienne qui, à l'ONU, préside des travaux et qui permet... Une femme socialiste me fait entendre l'avocat de la partie civile. Pas de souci. On dirait amendement accepté si on était à l'Assemblée. Donc une femme socialiste norvégienne en 1986 qui précisément nous interpelle sur ce point et qui insiste sur le modèle de développement en disant qu'il faut qu'il réponde aux besoins des populations et notamment aux plus démunis. Et là, on a l'idée de limitation. L'idée de limiter ce qu'on produit qui est là, et avec une alerte par rapport notamment à l'état de l'environnement. Ensuite, il y a tous les rapports du GIEC. On les connaît, ils sont connus. Enfin, on commence à la fin des années 80, avec des groupes d'experts qui, sans cesse d'année en année, nous alertent, remettent des rapports sur les réchauffements climatiques et font face aux climato-sceptiques. Et voilà, plus récemment, en 2017, cette une, il sera bien trop tard, mais qui est une parmi beaucoup d'autres, des pétitions, des interpellations des scientifiques, nous en avions eu depuis très longtemps et elles sont restées absolument sans écoute au niveau les plus décisionnels. Ensuite, je voudrais interpeller sur les intellectuels. Les intellectuels, ça fait quand même encore plus longtemps qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le modèle de développement productiviste qui était le nôtre. Je vais commencer par Veblen. On est à la fin du 19e siècle. Et déjà, dans sa théorie de la classe de loisirs, bien sûr, il met en cause, je vois M. Eckert qui hoche de la tête, mais quand même, il me semble qu'on pouvait voir Veblen. On pouvait aussi lire Simone Veil, qui a dit des choses très tôt sur le sens du travail et de ce qu'on fabriquait là-dessus. Alors venons plus récemment. Peut-être avez-vous lu Henri Lefebvre, un intellectuel communiste qui lui-même s'est interrogé sur les méfaits de l'urbanisation, sur le droit à la ville et qui s'est inquiété
du modèle de consommation qui était le nôtre. Évidemment, Jean Baudrillard, né au cœur des années 68, en pleine mobilisation, et lui, il explique à quel point le productivisme, c'est pas simplement un modèle économique, c'est une conception même de la société. C'est la société de consommation, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est précisément un monde qui tourne à vide. Et j'aime beaucoup cette phrase, la société de consommation, c'est aussi la société d'apprentissage de la consommation, du dressage social à la consommation. C'est-à-dire un monde nouveau et spécifique de socialisation en rapport avec l'émergence de nouvelles forces productives et la restructuration monopolistique d'un système économique à haute productivité. Et il a fait un livre magnifique, La société de consommation, dans lequel il décortique ce que nous avons dans nos têtes et ce qui est en train d'advenir comme régime de la consommation hyper-consumériste. Et puis, il y a un intellectuel que je n'imagine pas que les dirigeants n'aient pas lu, notamment, même si c'était sous pseudonyme, dans le Nouvel Observateur, ça s'appelait comme ça à l'époque, qui s'appelle André Gorz, et qui, je crois, est celui qui a le mieux saisi, compris, le lien consubstantiel entre le productivisme et le capitalisme. Et je vous propose tout simplement de l'écouter parce qu'il pose des mots très simples et très justes pour faire ce procès. Et pourquoi notre mode de production et de consommation est destructif? Et la réponse à cette question, c'est que la logique économique qui se déploie dans sa pureté dans l'économie capitaliste, dans l'économie marchande, la logique économique veut que l'on réussisse toujours à rentabiliser un maximum de capitaux de façon maximale. C'est-à-dire il faut trouver à investir avec profit, le profit tiré des capitaux déjà investis. Donc il faut élargir les débouchés, élargir le marché pour des productions croissantes. Et ça, c'est une démarche perverse. Et cette démarche conduit à accroître la consommation individuelle. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'accroissement de la consommation n'est plus synonyme d'accroissement du bien-être ou d'accroissement de oui, vous avez dit quelque part, ça revient à transformer une montagne de camelotes en montagne de détritus. Oui, nous faisons ça très systématiquement, c'est-à-dire que nous cessons de transformer de la production en déchets. Ah oui, on est les rois du gaspillage. Voilà. Alors, je disais, le lien entre plus et mieux est rompu. Le lien entre le plus et le mieux est rompu, qui est une des phrases les plus sublimes de André Gorz, et qui, là, nous interpelle sur le fait qu'on a des besoins sans cesse croissants. D'ailleurs, il n'y a qu'à suivre la publicité pour comprendre, et y compris même le système des garanties. Vous l'avez vu, vous achetez quelque chose, les garanties sont de plus en plus petites, vous arrivez, c'est impossible de le changer, alors vous mettre, puis un nouveau produit qui est sorti. Donc l'appel du nouveau, le besoin sans cesse ranimé, vous avez maintenant des choses complètement folles, on peut même acheter du shampoing anti-âge, vous voyez le niveau de délire auquel on est arrivé. Et des tonnes de choses qui ne servent à rien ou qui vous donnent des faux plus et qui tournent votre attention et vos désirs sur des produits de consommation. Et donc on a des besoins croissants par l'appel du marketing et du consumérisme, mais qui correspondent à des satisfactions décroissantes parce que chacune et chacun mesure que ce n'est pas dans cette accumulation de marchandises que se trouve le bien-être et qu'aujourd'hui on tourne même le dos puisque c'est un immense gaspillage et une perte de sens généralisée à laquelle on aboutit. Alors d'autres l'ont dit ensuite, qui n'ont pas pu échapper là encore à nos dirigeants. Je pense à Dominique Méda, qui sans doute d'ailleurs est venu à les universités d'été du Parti Socialiste, et qui interroge la richesse, et y compris même la mesure de la richesse, c'est-à-dire le produit intérieur brut, qui est une mesure de la richesse totalement datée et qui ne prend en considération absolument rien de ce que je viens de vous raconter. Ou alors, plus récemment, et vous en avez entendu parler, Bernard Stiegler, puisqu'il est décédé cet été, et qui, avec Ars Industrialis, a produit un travail colossal sur la mécroissance et qui lui aussi nous a interpellés. Je n'en prends ici que quelques-uns, mais je dirais que la production intellectuelle, y compris en termes de revues, en termes de papier dans des presses, dans des journaux et à la télévision, des documentaires, on en a eu à foison ces derniers temps et rien n'a été fait. En dépit de cette interpellation. Et je terminerai par Bruno Latour, c'est son dernier ouvrage, ou Atterrir, mais ce n'est pas le premier sur ces enjeux-là, et qui nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qui est quand même une des meilleures questions qu'on a à se poser, notamment en période de confinement et de crise du Covid.
Donc ça, c'est pour les intellectuels, mais il y a eu aussi des courants politiques qui ont posé la question et qui se sont construits en marge des grands partis traditionnels du mouvement ouvrier, parce que sans doute c'était inaudible dans le cadre de ces partis-là. Alors là, vous avez l'affiche très marquante et très impressionnante de René Dumont en 1974, qui commence à alerter avec cette image de la ville, et qui est au démarrage du courant politique qui nous amène aujourd'hui jusqu'à Europe Écologie Les Verts, mais qui en tout cas voit s'affirmer en France, et pas simplement, un courant politique qui revendique la question écologique et donc l'antiproductivisme comme devant être au cœur du projet politique. On a progressé depuis dans l'articulation entre les gauches et les écologistes, mais on voit bien que ça a dû passer par un extérieur, tellement il y a eu une forme d'aveuglement et de dogmatisme dans les partis traditionnels issus du mouvement ouvrier. Et puis je termine par les mobilisations sociales. Comment est-ce qu'on a pu passer à côté des mobilisations sociales? Alors, des années 68, ça me paraît difficile, c'était quand même au cœur. Je montre ici une image du Larzac, qui est une des images fortes, mais il y en a eu plein d'autres. Des mobilisations contre le nucléaire, des slogans formidables contre la société de consommation, et c'est un moment où on interroge ce modèle de production, et je crois que c'est très important. Et depuis, il y en a de plus en plus. C'est la bataille contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ça on l'a gagné. Le Stop TAFTA, ça aussi on a gagné. La marche contre Europa City, ça aussi on est en passe de le gagner. Mais donc ces mobilisations sociales, ce sont elles qui ont obligé les gouvernements à flancher et à réfléchir les politiques productivistes telles qu'elles étaient menées. Mais il se passe bien quelque chose dans la société elle-même qui défend son intérêt, qui prend conscience progressivement, sans que pour autant les grands choix économico-sociaux politiques ne soient bougés de façon structurelle, de telle sorte qu'on puisse sortir de cette logique productiviste. Et l'entêtement, eh bien, il se résume en une seule phrase. Moi, c'est cette une du Monde qui m'a totalement assommée, puisque c'était juste au moment où on sortait du déconfinement où nous avons vu à quel point les enjeux du productivisme étaient dans les têtes et finalement nous interroger même chacune et chacun sur le sens de ce qu'on fabrique, notamment dans le travail. Et là, Macron dit travailler et produire davantage sans absolument percevoir qu'une majorité dans la société n'a plus envie de ce délire et pense qu'il est temps de refonder du sol au plafond notre modèle de développement en mettant en question le modèle productiviste, consumériste et donc aussi ce pouvoir du capital sur nos vies. Alors c'est pourquoi, pour terminer, je voudrais appeler notre grand témoin, qui est Julien Bayou, qui donc est à la tête du parti écologiste dont je parlais tout à l'heure, Europe Écologie Les Verts. Et je voudrais lui poser deux questions, et je commence par une première question. Déjà tout simplement, comme représentant du mouvement politique Europe Écologie Les Verts, tout simplement la question, pourquoi est-ce que le productivisme doit être condamné? Comme tu veux. C'est quand je pose la deuxième question, franchement je vais dessus. Merci Madame la procureure pour cet exposé brillant. Messieurs les avocats, Madame la présidente, Messieurs, Mesdames les jurés, eh bien, pour nous évidemment le productivisme, ce qu'on appelle une idée zombie, c'est-à-dire qu'elle a cessé depuis longtemps d'être valide, mais malheureusement elle domine encore le débat public. Et donc c'est une très belle idée que d'instruire son procès pour peut-être demain pouvoir tourner la page. Et donc vous savez que dans un procès, de manière très simple, il y a un élément matériel, il y a un élément intentionnel. Sur l'élément matériel, je m'en voudrais de revenir sur l'exposé de la procureure Autain sur les catastrophes que le productivisme a pu générer sur la question de la nature ou des droits humains. Néanmoins, je voudrais insister sur le fait que finalement, très très loin de la promesse initiale du productivisme, du plus qui devait nécessairement ruisseler en mieux, eh bien, le productivisme a finalement développé des inégalités. Le productivisme et sa conséquence, le dérèglement climatique, c'est d'abord et en premier lieu les plus vulnérables qui en souffrent. Au niveau des États, au niveau des pays, c'est d'abord et en premier lieu des pays
qu'on peut qualifier de en développement, qui sont absolument irresponsables, au sens où ils n'ont pas contribué au dérèglement climatique, qui sont les premiers concernés. C'est évidemment les États insulaires, c'est le Bangladesh, qui, s'il y a 1 mètre ou 2 mètres de montée des eaux, eh bien, pourrait quasiment disparaître complètement. C'est bien sûr les États sahéliens. C'est au niveau international, finalement, les pays les plus riches qui sont les plus responsables et les pays les plus pauvres, les moins responsables, qui sont les premières victimes du dérèglement climatique. Et cette disproportion des responsabilités, cet accroissement des inégalités, ça se retrouve finalement dans chaque pays, car ce sont bien les plus vulnérables, les plus pauvres, qui sont les premières victimes des effets du dérèglement climatique. Ça a été mentionné à l'égard de la pollution. On pourrait malheureusement multiplier les exemples. Il y a une différence d'espérance de vie entre les quartiers les plus riches et les quartiers les plus populaires, et c'est très directement lié aux conditions environnementales. La pollution et les différences environnementales ou les inégalités environnementales renforcent malheureusement les inégalités sociales, et donc fondamentalement il y a une arnaque. Moi, à la décharge de la partie civile, je comprends qu'on ait voulu y croire, qu'on ait pu y croire, que le plus devait nécessairement se développer en mieux. C'était vanté par Maurice Thorez, produire, 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 faire du charbon, c'est le premier devoir de classe, c'est le premier devoir des Français. C'était Mao qui disait qu'il fallait que la montagne, la haute montagne baisse les yeux. C'était Trotsky qui disait l'homme socialiste doit dominer la nature, et nécessairement il en découlera un mieux-être, un bien-être, une émancipation et de la dignité pour les travailleurs et les travailleuses. Il y a fondamentalement une arnaque, mais il est nécessaire de regarder de manière lucide à quel point donc injustice environnementale et injustice sociale sont intrinsèquement liées. Sur l'élément intentionnel, le fait de savoir que le productivisme, loin de garantir le mieux, compromettait la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins, et compromettait encore plus la capacité des générations futures à faire de même. C'est la définition du développement durable, du fameux rapport Brundtland. Le développement durable, l'écologie, si vous voulez, c'est de permettre aux générations présentes de satisfaire leurs besoins, à commencer d'abord par les plus démunis, sans compromettre la capacité des générations futures à faire de même. Une éthique de responsabilité. Donc il y a eu toutes les alertes dont a parlé la procureure, qui avaient finalement démarré même avant le marxisme. Il y avait des socialistes qu'on appelait pré-marxistes et qui étaient travestis, qualifiés de socialistes romantiques ou utopiques, qui interrogeaient déjà les inégalités femmes-hommes, les implications sociales de la révolution industrielle et la destruction de la nature. Il y avait ce congrès à Berne en 1913 de l'Internationale des protections de la nature. Il y a tous ces penseurs dont vous avez parlé, on pourra en rajouter, Illich ou Morey Bookchin, et bien d'autres, et bien sûr les écologistes qui ont pris leur part de cette alerte. À nouveau à la décharge, parce que je m'en voudrais d'être celui qui accuse, c'est le rôle de la procureure, à la décharge de ce qu'on peut qualifier comme victime le Parti socialiste, il y a ces multinationales qui savaient, ont caché et ont instruit le doute. C'est l'exemple par exemple d'Exxon, dont le boulot c'est d'extraire et produire du fossile et donc de participer très très directement au dérèglement climatique. D'après leurs propres documents internes, on a pu estimer qu'Exxon savait dès 1994 que se préparait un scénario à 2 degrés. Donc avant que le GIEC s'accorde au niveau scientifique, au niveau international, à plusieurs dizaines de milliers de scientifiques, avant même que le GIEC s'accorde sur le sujet, eh bien Exxon, au niveau interne, estimait que le productivisme, l'extractivisme, le modèle reposant sur le fossile et donc son propre business model allait être responsable d'un scénario à plus de 2 degrés de réchauffement climatique et de toutes les catastrophes qui s'ensuivent. À partir du moment où ils savent ça, contrairement à leur responsabilité qui aurait été d'alerter leurs actionnaires, leurs investisseurs, ils ont au contraire développé des moyens phénoménaux qu'on estime à plus de 2 milliards de dollars pour cacher et instruire le doute. 2 milliards de dollars en 20 ans de la part d'une seule société pétrolière pour cacher ses propres travaux et instruire le doute. Un peu à la manière, si vous savez,
des cigarettiers, des vendeurs de pesticides et donc des pétroliers. Donc bien sûr, il y a eu tromperie. Néanmoins, se tromper est humain, persévérer dans l'erreur, c'est diabolicum, comme vous le connaissez. Et donc maintenant, je pense qu'il y a, puisque ce procès est instruit, j'espère que sera retenu l'élément matériel et bien sûr l'élément intentionnel, il y a maintenant la question de mettre à jour cette fameuse promesse. Le plus ne conduit pas, ne conduit peut-être plus, ne conduit plus nécessairement au mieux. Et donc, gardez-vous de celles et ceux qui vous disent, encore hier, j'ai vu ça dans Le Monde, qu'il faudrait distinguer l'écologie et le social, ou ceux qui prônent l'écologie seraient forcément anti-progrès. L'obscurantisme, c'est plutôt de ne pas questionner le progrès, de ne pas questionner la finalité de la production. Et les personnes qui sont lucides, éclairées, c'est bien celles et ceux qui, après un tel exposé, s'en remettent au GIEC plutôt qu'au dogme de la croissance. Et comme votre secrétaire national, Olivier Faure, dans un papier du Monde que je vous recommande, disait qu'il n'y a pas d'écologie sans justice sociale, je voudrais dire à quel point il a parfaitement raison et lui répondre que désormais on sait qu'il n'y a pas de justice sociale sans écologie. Et donc moi je vous invite désormais à choisir le raccourci, plutôt que le plus qui devait nécessairement découler sur le mieux, plutôt que la croissance qui devait permettre d'espérer une baisse du chômage, ce ruissellement finalement qui ne fonctionne pas. Prenons le raccourci et choisissons d'emblée le bien-être. C'est donc par exemple le fait de soumettre nos politiques publiques à cet indicateur, l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui combine l'éducation et donc l'émancipation, l'espérance de vie, la santé et le niveau de vie. Et c'est ainsi peut-être que nous pourrons mettre à jour et respecter cette promesse. Merci à vous. Alors moi, une question sur le greenwashing, Monsieur Baillou. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pressentez de cette possibilité pour les dirigeants qui sont aujourd'hui pris dans ce productivisme, finalement de repeindre en vert de façon comme une façade en fait, sans toucher au cœur du problème? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce point de greenwashing? Oui, sur le greenwashing qu'on appelle éco-blanchiment, et donc le fait tout simplement quand vous êtes ministre de l'écologie, d'expliquer que vous allez agir et changer les LED du ministère, c'est ce qu'avait fait Borloo en 2000 et quelques, plutôt que d'agir très concrètement pour changer les politiques publiques. Il y a une arnaque profonde, et je pourrais dire à quel point c'est révoltant, parce que quand il s'agit d'entreprises qui font du greenwashing, McDo par exemple a repeint son logo en vert, c'est le meilleur exemple de greenwashing que je connaisse, et bien quelque part, puisqu'on est entre nous, c'est de bonne guerre. Ils ont le droit, ils le font, et c'est les pouvoirs publics qui sont responsables de laisser faire. Ce qui est particulièrement choquant, c'est quand on a eu récemment du greenwashing à la tête de l'État, et notamment dans le gouvernement précédent, mais malheureusement celui-ci ne fait pas exception. On a eu un tous écologiste de la part du Premier ministre. Parce que ça, là pour le coup, la responsabilité, c'est celle de prendre les devants et d'adapter les politiques publiques pour nous protéger toutes et tous, et protéger la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Et donc, par exemple, quand vous aviez une ministre de l'Environnement, Brune Poirson, qui finalement en venait à culpabiliser le consommateur ou la consommatrice parce qu'on n'aurait pas fait attention à l'eau sous la douche, vous voyez qu'il y a là non seulement le greenwashing qui est un problème de ne pas prendre les devants, mais il y a également le fait de culpabiliser l'individu, alors que finalement c'est le cadre, c'est la règle du jeu qu'on doit changer. Si l'agriculture biologique est un peu plus chère aujourd'hui, c'est parce qu'elle est massivement moins subventionnée que l'agriculture chimique. On pourrait développer à loisir. C'est le cadre du jeu qu'il faut modifier, c'est les véhicules les moins polluants qu'il faut encourager et ce sont les autres qu'il faut décourager ou interdire. Vous voyez, c'est les cadres du jeu sur lesquels il faut agir, là où le greenwashing de la part des entreprises n'est qu'une manière de gagner du temps, et de la part des gouvernements, une profonde faute politique. Je vais inviter Julien Baillou à rester à la barre, parce que l'avocat de la Sylvie Faure, si l'avocat de la partie civile et l'avocat de la défense veulent lui poser une question maintenant ou plus tard. Moi, je vais bien poser une question très courte. C'est finalement, nous venons du même arbre,
Vous avez cité les intellectuels pré-marxistes, mais j'y reviendrai, on pourrait aussi se référer à ce qui était tout l'engagement des élus et des militants socialistes dans les années 70, après mai 68, pour inventer de nouvelles pratiques sur l'environnement, sur la consommation, etc. Ne sommes-nous pas un même arbre avec des branches qui s'entrecroisent à certains moments de l'histoire? Question difficile. Parce que finalement, les écologistes sont constitués par rapport à cette critique du collectivisme. C'est d'abord et en premier lieu cette critique qui préside à la naissance de l'écologie. Là où la promesse social-démocrate, c'était produire pour mieux répartir, avec un souci appuyé, mais je ne vais pas parler pour vous, sur la question de la répartition, quand d'autres avaient un souci appuyé sur la production, et la répartition était tout à fait secondaire. Et donc dire que c'est le même arbre serait inexact, puisque c'est d'abord et en premier lieu face au productivisme de gauche ou de droite que l'écologie s'est constituée. Là où je vous rejoins, où là peut-être les racines s'entrecroisent, ou en tout cas les fruits et les développements de l'arbre se rejoignent, c'est sur le souci de la justice. Et c'est le constat aujourd'hui que l'inégalité environnementale et sociale se renforcent les unes les autres. Et que donc c'est via l'écologie la poursuite d'une prospérité sans croissance, en fait, choisir la prospérité directement plutôt que le détour vain par la croissance, choisir la prospérité pour atteindre l'égalité et l'émancipation, le souci féministe, le souci démocratique. C'est évidemment ce qui anime les partis écologistes à travers le monde, et en particulier en Europe. Et j'imagine que là, bien sûr, on se rejoint. Si on évoquait la défense. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, vous auriez peut-être dû prêter serment avant de témoigner. Donc ma question sera très simple et je vous demande d'y répondre sans détour. Êtes-vous favorable à la décroissance? Alors, je vais répondre et je jure de dire toute la vérité. Je ne sais pas ce que c'est que la décroissance. Mais à vrai dire, je ne sais pas très bien ce que c'est que la croissance. Puisque quand une marée noire a lieu, il y a de la croissance. Ça coûte cher de nettoyer, et donc, voilà. Donc, je trouve que le mot décroissance est un mot qu'on appelle bombe, c'est-à-dire qui permet de fracturer, provoquer le débat. Il n'empêche que la poursuite de la croissance, ça n'est pas la croissance du bien-être. C'est mieux dit par André Gors que moi. Et donc, la question n'est pas tant la croissance ou la décroissance que la recherche du bien-être directement. Résumé, parce que je sais qu'au Parti communiste, par exemple, on parle de croissance sélective. Alors peut-être que ça peut être plus parlant. Plutôt les libraires qu'Amazon, plutôt les supermarchés que les centres commerciaux, et ainsi de suite. Plutôt la croissance du nombre de bacheliers, de personnes ayant atteint un niveau de diplôme, que le nombre d'iPhone vendus. Merci. La parole est prise à la partie civile. Merci Madame la Présidente. Je vais d'abord appeler mon témoin, Isabelle Saint-Jean, secrétaire nationale aux études du Parti Socialiste à la barre, et je ferai ma plaidoirie dans la foulée. Alors, j'ai quelques questions à... Pardon, je peux l'enlever. À Isabelle Saint-Jean. Vous l'avez compris, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, notre attention porte d'abord sur à quoi sert donc le socialisme dans ce débat et quelle peut être sa place, sa condamnation, sa réhabilitation éventuelle, j'y reviendrai. Mais donc, Madame Saint-Jean, finalement, l'accusation implicitement voudrait établir un lien entre le socialisme et le productivisme, un lien consubstantiel entre nous-mêmes et l'accusé. Que leur répondez-vous? D'abord, je prête serment sur notre planète et sur nos valeurs qui sont celles de l'émancipation, du progrès, de la justice sociale, de l'égalité. Madame la Présidente, Madame la Procureure, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs les jurés, je répondrai tout d'abord que rien dans le projet socialiste
n'impose et ne justifie ou n'explique même un lien consubstantiel entre le projet socialiste et le productivisme. Et pour preuve, dans l'histoire du socialisme, très tôt, et je prends à témoin les travaux d'un philosophe historien de la pensée, Serge Audier, qui, dans 2 ouvrages publiés à la découverte dans ces dernières années, le premier ouvrage qui s'appelle « La société écologiste » et le second qui s'appelle « L'âge productiviste », montrent de manière tout à fait convaincante toute une archéologie de penseurs socialistes qui, très tôt, ont à la fois pris en charge la question environnementale et dénoncé le productivisme. Et si le productivisme a pu exercer les méfaits qui fait qu'aujourd'hui le socialisme même est victime de la situation, eh bien ça n'est que parce qu'il a été accompagné de toute une série d'acolytes qui ont dénaturé profondément la pensée socialiste et son projet d'émancipation, tant individuelle que sociale, et son projet de justice sociale. Ces acolytes, sans être trop longues, eh bien, ce sont à la fois une conception extrêmement réductrice de ce qu'est l'être humain, oubliant qu'un être humain et un désir d'émancipation de l'être humain, eh bien, ça ne se réduit pas à un homo economicus aveugle, ne cherchant qu'une seule chose, à savoir l'accumulation de biens matériels et de richesses terrestres. Que l'homme est un être bien plus complexe. Que cette conception de l'individu l'a amené à ne plus voir derrière ce qui fait notre richesse, c'est-à-dire cette capacité d'autocritique, de réflexivité, eh bien à ne pas voir que cette capacité de réflexivité nous imposait de nous inscrire dans le monde et de ne pas considérer la planète comme un objet inerte, mais de se penser comme appartenant à un écosystème. C'est aussi l'un de ces acolytes qui l'a amené à penser, qui a amené certains à penser que eh bien, le bonheur, le bien-être, c'était cette accumulation de richesses et que effectivement la condition de cette accumulation de richesses, la condition aussi de l'égalité et de la redistribution, eh bien c'était le produire toujours plus de biens matériels. Car attention, c'est une chose que l'on ne dit pas assez, et notamment dans la problématique de la croissance ou de la décroissance, eh bien la production, même le PIB, malgré tous ses défauts, et Dieu sait s'il en a, eh bien c'est aussi des services, et qu'il ne faudrait pas tout confondre, et que nous devons prendre soin de faire en sorte que, là aussi, ce qui s'est produit ces dernières années, et qu'on a vu de manière extrêmement manifeste pendant la crise du Covid, à savoir l'oubli que l'activité économique ne se réduisait pas simplement à la problématique d'un travail salarié, et que toutes des parties de l'activité humaine y échappaient, et en particulier toutes les activités liées aux soins et à l'attention à l'autre. Donc c'est tout cet ensemble d'éléments qui ont pu conduire à ce qu'on prête injustement au projet socialiste le lien consubstantiel qui aurait été consubstantiel avec le productivisme. Alors, Madame Saint-Jean, du coup, en quoi voyez-vous le socialisme comme une victime et en quoi voyez-vous le socialisme comme un acteur possible de l'alternative au productivisme à travers les éléments de son histoire que vous avez commencé à évoquer? C'est évidemment une victime parce que la justice sociale qu'il porte au cœur, ça a été dit tout à l'heure, eh bien, est renforcée, atteinte très violemment par le productivisme.
C'est-à-dire que cet engagement sans limite dans l'opération de production a conduit à un retour que nous avons pu observer. C'est une bonne nouvelle que nous en prenions conscience. Et tous les travaux qui sont ceux de ceux qu'on appelle les Piketty Boys, tous les jeunes économistes qui travaillent avec Thomas Piketty, des gens comme notamment Gabriel Zucman qui travaillent sur la problématique du système de redistribution et de fiscalité, ont bien montré comment nous avons vu réémerger, dans le même temps que sur l'ensemble de la planète, les inégalités générales diminuaient, et il faut quand même le dire, les inégalités entre pays, puisque enfin ont eu accès à un certain nombre de biens minimum des pays qui restaient complètement en dehors de toute prospérité. Dans le même temps, nos économies ont vu le grand retour des inégalités à l'intérieur de ces pays. Et ça, c'est un effet secondaire du productivisme. De la même manière, ça a été dit tout à l'heure par l'autre témoin, oui, les premières victimes dans nos pays du productivisme, les premières victimes des dommages environnementaux et climatiques, eh bien oui, ce sont les plus défavorisés d'entre nous. D'où la nécessité, plus que jamais, eh bien, d'une offre socialiste, mais évidemment enrichie de la problématique environnementale, de manière à se dresser contre ces injustices, de manière à mettre en place un nouveau mode de consommation et de production qui tiennent compte de cet impératif absolu. De la même manière que nous sommes les porteurs de cet impératif de redistribution. Alors une redistribution qui, bien sûr, intègre là aussi les problématiques environnementales et qui invente un nouvel état social, mais un état social qui tienne compte de la problématique environnementale, qui tienne compte de ces inégalités liées aux problématiques écologiques. C'est nous qui pouvons apporter cette dimension-là, de la même manière qu'il n'y aura pas d'action politique au niveau international sans un échelon national, sans une souveraineté nationale qui intervienne et qui fasse entendre la parole des pays dont, on l'a vu tout à l'heure, pour le meilleur ou pour le pire, qui fasse entendre cette parole de cette urgence de la justice sociale et de l'écologie. Et puis, dernier élément, je crois que le socialisme est l'héritier des Lumières. Alors, il est vrai qu'une partie des Lumières s'est égarée. Et dans la querelle entre Rousseau et les encyclopédistes, eh bien, les encyclopédistes ont parfois dévié jusqu'à ce que cela nous amène à tenir la main des productivistes les plus étroits. Mais malgré tout, il faut que nous défendions la nécessité de l'esprit critique, la nécessité du savoir, la nécessité de la connaissance, la nécessité de la démarche scientifique qui, bien sûr, n'a rien à voir avec une réduction stérile à l'innovation au service du productivisme étroit, mais qui nous honore, qui nous rend plus libres et plus en capacité de comprendre les grandes problématiques qui sont celles auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Avant de laisser la partie civile continuer sa plaidoirie, il faudrait laisser l'opportunité à Madame la procureure et à Monsieur l'avocat de la défense de poser une question. Oui, je remercie la témoin de nous avoir éclairé sur la possibilité et même historiquement la réalité de jointure possible entre l'antiproductivisme, la critique du productivisme et le socialisme. Et je partage tout à fait le fait qu'il y a eu parmi les socialistes et dans ces courants-là des liens très étroits avec l'émergence d'une pensée écologiste qui critique le productivisme.
tout cela est vrai, et la compatibilité entre un projet émancipateur qui se veut de justice, d'égalité dans ses principes, et un projet qui soit antiproductiviste, m'apparaît, comme à vous, tout à fait cohérent et même logique. Alors, ma question est, de ce fait, comment vous expliquez que quelque part un coche ait été raté, manqué, et le premier axe de ma question, pourquoi le coche a été manqué, puisque quand, notamment à l'échelle européenne, des socialistes ont gouverné, tout simplement le pouvoir, pour pouvoir inverser ce cours des choses, cela n'a pas été fait, donc premier élément. Et qu'est-ce qui est plus intéressant, évidemment, fait qu'on peut penser aujourd'hui que cette articulation est désormais dans la tête et dans la réalité, dans la pratique des socialistes aujourd'hui, et qui permet d'ouvrir l'espoir que non seulement ce procès aujourd'hui soit réussi, mais qu'il se traduise dans la réalité par une mise à mal du productivisme. Alors, je crois que ce qui peut expliquer effectivement cette difficulté à ces voix minoritaires de se faire entendre, ce sont les mouvements des idées. C'est la force des mouvements des idées. Et c'est en ça qu'on peut aujourd'hui, et ça amène la deuxième partie de votre question, on peut aujourd'hui avoir espoir. Nous sortons d'un moment où nous entrons dans une nouvelle époque. Nous entrons dans une nouvelle époque où le pire est bien sûr possible. Et on l'entend aux États-Unis, dans certains pays d'Amérique du Sud, et dans certaines mêmes parties de notre continent européen. Le pire est possible parce qu'il naît de ce sentiment d'angoisse et d'impuissance de la puissance publique, mais le meilleur est aussi possible. Pourquoi le meilleur est possible? Parce que cette chape idéologique qui a effectivement pu conduire une partie de ceux qui se revendiquaient de la pensée socialiste, les conduire à se lier au productivisme. Eh bien, cette chape se dénoue. Se dénoue avec l'émergence dans toute sa lumière, dans toute sa force, de l'urgence écologiste. Des travaux viennent de sortir de la part de scientifiques du monde entier qui montrent que nous sommes loin des 2%. Ça n'est même plus les 1,5 notre horizon. C'est entre 2,6 et 3,9. Et donc, cette alerte est là. L'alerte sur la problématique des inégalités est là aussi. Et donc, nous sommes aujourd'hui conscients de ça. Et il y a plus profondément un désir de justice sociale, un désir de fraternité qui va à l'encontre d'entreprises systématiques menées par des idéologues, notamment à partir des années 70-80, c'est toute l'ère Reagan-Thatcher, menée par un certain nombre d'entrepreneurs de cette idéologie néolibérale, avec en particulier une société fameuse, Dumont Pèlerin, qui à la fois visait la marchandisation systématique de la société, la violence capitaliste dans toute sa brutalité, mais en même temps un productivisme aveugle défendant un certain nombre d'intérêts privés et délégitimant systématiquement la parole des scientifiques quant à l'alerte sur le climat. Et donc, nous sommes dans un autre moment et je crois que la génération qui est aujourd'hui ici et qui se retrouve dans cette université d'été est tout à fait consciente de la situation et prête à travailler au travail même pour élaborer cette nouvelle offre socialiste. Madame la témoin, j'ai senti à un moment donné une hésitation dans vos propos, et pour en revenir à ce que disait le témoin précédent, n'y aurait-il pas un certain nombre de secteurs économiques ou autres où le productivisme pourrait avoir des vertus? Je pense au domaine de la santé, de la médecine, au domaine de l'éducation, de la recherche. Est-ce que vous auriez
cette idée, que pensez-vous de cette idée d'une espèce de sélectivité des secteurs où on pourrait laisser l'accusé continuer son activité? Monsieur l'avocat, alors je pense qu'à ce moment-là, il va falloir qu'on revienne sur la définition du productivisme. Parce que si la nécessité de la production de biens et de services, puisque c'est les deux dont il faut parler, est un impératif pour qu'un minimum de bien-être puisse exister dans les sociétés, c'est une évidence. Mais ça n'est pas le productivisme. Le productivisme, c'est l'oubli du fait qu'il y a bien d'autres impératifs. Le productivisme, c'est le fait que pour produire toujours plus, eh bien, on va accepter de marchandiser davantage. C'est le fait que pour produire plus, il faut mettre moins de freins aux producteurs, aux entreprises, quitte à accepter de renier sur nos droits sociaux, quitte à accepter de fragiliser notre état social. Et donc, à ce moment-là, eh bien, je n'ai aucune hésitation. Merci. Alors, vous le savez, les procès n'ont qu'une limitation de temps, hein, contrairement au débat au Parlement européen, par exemple. Mais on pourra tous manger. Alors, je voudrais, moi, m'appuyer sur le témoignage d'Isabelle Saint-Jean, puis présenter quelques pièces à conviction pour appuyer mon propos et vous dire que je vous remercie de vous être engagés dans cette action de groupe pour que nous soyons sur le banc de l'accusation, car, écoutez, Madame la procureure, nous aurions pu terminer sur le banc des accusés. Nous n'aurions pas été seuls. Julien Bayou l'a dit, toute l'histoire du communisme au sens large aurait été à nos côtés avec toutes les formes de libéralisme et toutes les formes de capitalisme. Nous aurions été nombreux. Mais nous avons voulu être du côté de l'accusation et pas du côté des accusés. Et pour défendre la réhabilitation du socialisme. Alors, les penseurs socialistes, c'est bien avant 1968 ou même la fin du XIXe siècle. Robert Owen, dans sa critique de l'usine, disait non seulement qu'il y avait un risque d'exploitation, mais qu'il y avait un risque de dégradation de la qualité de vie, et il avait pensé cette usine à la campagne conciliable avec son environnement et tournée vers le bien-être des salariés. Aujourd'hui, on ne le verrait pas comme ça, bien évidemment, mais c'était à l'époque déjà une réflexion critique sur ce que pouvait être la production. Et Madame la procureure nous a dit, elle était à côté de moi, donc je l'ai entendue, et après ça s'est vite arrêté. Mais je vous emmène tout de suite en 1946, où Léon Blum donne une définition du socialisme, et vous pouvez retrouver ce texte, il a été exhumé dans le dernier numéro de l'Ours par mon ami Milo Lévy-Brune, dans laquelle il n'y a aucune référence à la production, et qui est entièrement tournée vers l'aspiration humaine, vis-à-vis du collectif, et vis-à-vis de soi-même, parce que le socialisme n'est jamais sur l'émancipation uniquement individuelle, mais bien sur l'émancipation individuelle et collective. Et il considère que c'est l'essence même du socialisme que cette approche centrée sur l'humain. Et puis je vais appeler à la barre une autre pièce à conviction, ce livre que je vous conseille tous de lire de Pierre Charbonnier. Alors c'est pas facile à lire, mais les extraits que je vais citer sont issus d'une interview de Pierre Charbonnier par Milo Lévy-Brune sur le site Le Vent se lève. Et Pierre Charbonnier dit clairement que oui, le socialisme a eu partie liée au productivisme et que le socialisme a toujours mené un rapport critique à la production, un rapport critique à la question matérielle, celle que le libéralisme voulait laisser fermer, et toujours une volonté d'ouvrir la boîte noire. Alors, je dirais aussi, pour alimenter ma demande en réparation et en réhabilitation, que, même s'ils n'ont pas été parfaits, je vais y revenir, les socialistes n'ont pas démérité. Alors vous allez être surpris de cette image. Qui est-ce? Je viens des Pays de la Loire, donc je vous ai donné en exemple Jacques Oxiette, élu maire de La Roche-sur-Yon en 1977, créateur du GART, le groupement des autorités pour les transports collectifs. Mais j'aurais pu aussi citer dans ma région Jean Monnier, créateur du Conseil national du bruit,
Et dans les années 70 notamment, c'est bien les socialistes, avec des partenaires, qui ont inventé des réponses aux questions environnementales. C'était pas la réponse au productivisme, mais c'était un engagement fort. J'ai pu interpeller Madame la Présidente, Madame la Procureure, sur le fait que, oui, le rapport Brundtland, c'est un rapport rédigé par une femme social-démocrate norvégienne, et Julien Bayou est passé rapidement sur l'articulation, mais qu'il a eu le mérite de citer complètement, parce que généralement on ne cite que la première phrase, c'est que le développement durable lui-même, c'est bien un principe articulé de responsabilité vis-à-vis des générations futures et de réponse aux besoins fondamentaux. Et force est de constater que quand on a parlé de développement durable pendant longtemps, on a oublié cette dimension de justice sociale, et pas seulement justice sociale, d'accès aux biens essentiels pour une vie digne pour les plus défavorisés, qui a été aussi, d'une certaine manière, un moteur qui justifiait de poursuivre la production de biens matériels. Et puis, je n'ai pas mis d'image de Ségolène Royal, mais qui a été la première, en 1992, à proposer la notion de social-écologie dans le débat politique. Laurent Fabius l'a fait dans un article dans Libération en 2003, qui n'était pas sa première acte dans ce domaine, et nous l'avons fait collectivement en 2015 à travers, je vais trop vite, pardon, à travers le changement de logo du Parti Socialiste et l'adoption de la principe de la social-écologie. Alors, néanmoins, je suis obligé de revenir à la question posée par Madame la Procureure. Pourquoi, malgré tout ça, ça ne s'est pas inscrit dans une action publique qui aurait été à la hauteur de l'ensemble de ces enjeux? Et y sommes-nous prêts? Isabelle Guy-Saint-Jean a dit qu'on avait encore du travail, c'est qu'on n'est jamais totalement prêt. Mais il faut expliquer, je pense, pourquoi il y a eu une forme d'échec, pour terminer par pourquoi il faut cette réhabilitation. L'échec est lié à la puissance de l'illusion productiviste. Je ne vais pas détailler tout cela, mais à chaque étape de l'histoire, il y a eu le sentiment qu'on pouvait aller plus loin parce qu'on pouvait accéder à une autre forme de ressources inépuisables. Et y compris l'économie financière et celle des services, le déferlement libéral des années 80-90 a alimenté cette idée, alors que ce serait une nuance avec Isabelle, même les services ont un impact écologique et peuvent avoir des conséquences pour la planète. Mais plus profondément encore, et ça c'est Pierre Charbonnier qui nous dit à nouveau, le socialisme est un réformiste qui s'est situé dans le productivisme pour en mener la critique et en répartir les richesses, et pour permettre l'accès au bien-être à une part très majoritaire de la population. Et ce combat socialiste, social-démocrate, si on peut considérer que d'une certaine manière il est épuisé, il a permis une démocratisation, une amélioration de la qualité de vie, des formes d'émancipation considérables, et c'est notre modèle social tout entier qui est, oui, habitué à obtenir des droits sur la base productive. Et c'est bien le défi aujourd'hui de désintoxication sans rupture et sans déchirure du tissu social qui nous est posé. Et au pouvoir, nous le savons tous, nous n'avons pas historiquement su nous réinventer, résister face à la vague libérale. Nous y avons parfois cédé, je vais très vite, évidemment vous m'en excuserez, et peut-être qu'on peut considérer qu'à certains moments, nous avons nagé entre des idées écologistes sans pratique ou des pratiques écologistes non conceptualisées et non intégrées dans notre corpus commun. Mais pour l'avenir, la question centrale, et je vais à ma conclusion, c'est celle de l'alternative au productivisme, parce que c'est bien de le condamner, mais peut-être que l'avocat de la défense reviendra, encore faut-il lui proposer autre chose en alternative. Et nous pensons que la réhabilitation que nous demandons repose sur l'actualité, non pas seulement des valeurs et des idées socialistes, mais de leur position historique. On s'est construit au sein du productivisme pour y rééquilibrer les rapports de justice. Le combat pour la justice persistera après le productivisme. Les écologistes veulent sortir du productivisme. Ils ont raison, nous partageons le combat. Mais dans ce monde post-productiviste, qui prendra en charge la question de la justice? Olivier a dit hier qu'il fallait qu'on soit les meilleurs. Nous pensons que nous sommes les meilleurs. Et dans cette rupture, qui prendra la charge de l'enjeu démocratique de transition consentie? Nous pensons que là aussi, les socialistes sont meilleurs. Pourquoi nous pensons? Parce qu'il ne suffit pas de l'affirmer. Parce que nous pensons aussi qu'il y a quelques faiblesses originelles et toujours présentes de l'écologie politique. Et vous m'excuserez là aussi d'être très rapide. La première, c'est
la tentation environnementale, la prise en compte des risques et des limites, qui, si elle est menée uniquement sur cette base, conduit à quoi? Conduit à l'adaptation, conduit à la résilience, conduit à la collapsologie. Et l'adaptation, la résilience, la collapsologie ne sont pas des leviers de transformation sociale, ils peuvent être des leviers de renoncement. Donc il y a dans l'histoire de l'écologie politique un risque, je ne dis pas que c'est sa réalité, d'impasse environnementale. Le deuxième risque, c'est la tentation autoritaire et la culture de la rupture. En Jonas, le principe de responsabilité, c'est aussi la dictature provisoire des scientifiques pour établir l'équilibre de la planète. J'ai écrit un petit livre avec Erwan Lecoeur, dans lequel lui défendait l'idée, après la crise financière de 2008, qu'il fallait une crise plus grande encore pour faire basculer le système. Et moi, je défendais une logique plutôt de transition démocratique. Et la culture de la loi qui impose pour plier les comportements individuels a souvent été, dans le passé, la culture, pas seulement des écologistes, parfois de ministres socialistes, mais du rapport à la sortie du productiviste. Et puis, pour terminer sur ce point, cette phrase très brutale de Pierre Charbonnier, dire la construction intellectuelle et idéologique de l'écologie politique s'est faite dans une opposition aux classes populaires, dans une critique de la loyauté des classes populaires à l'égard du paradigme productif qui s'apparente à un mépris de classe et qui la met en porte-à-faux, moi j'aurais jamais osé le dire, et je pense que c'est d'une certaine manière peut-être injuste, mais en même temps il a sorti un livre, un article le lendemain des élections municipales pour montrer les ambiguïtés du lien entre gentrification et vote écologiste dans les grandes villes et en mettant en question certains projets écologistes municipaux, et c'est un débat nécessaire. C'est un débat nécessaire parce que parfois la réalité nous rattrape. Alors vous allez me dire, que peuvent représenter ces carrés? Vous voyez jusqu'à présent seulement 3 couleurs, mais vous allez voir tout de suite à quoi peuvent renvoyer le rouge et le jaune. Si ça veut bien. Alors j'avais dit à Monsieur Bayeux avant, je ferai un peu de provocation, et je ne dis pas là encore que les écologistes, puisque c'est des gouvernements de gauche et parfois des ministres socialistes, qui ont pris des décisions qui ont amené à des ruptures sociales et à des réactions extrêmement fortes, mais c'est simplement pour illustrer que le défi collectif qui est le nôtre, c'est bien de trouver la combinaison justice sociale, démocratie, rupture avec le productivisme pour réinventer une solution dont je ne suis pas sûr que qui que ce soit l'ait aujourd'hui totalement. Alors pour une dernière provocation, et c'est encore un mot de Pierre Charbonnier, l'écologie c'est fini. Alors ne me faites pas dire ce qu'il n'a pas dit, ça ne veut en aucun cas dire que le combat écologique est terminé ou que l'écologie politique n'aurait pas de pertinence. Ça veut dire simplement que nous sortons d'une première phase qui est la phase de mise à jour des impasses du productivisme et la phase de dénonciation, et que le défi pour tout le monde c'est faire ce qu'il appelle de la grande politique, et donc d'être capable d'assumer dans une culture de transformation de la société et de penser la transition vers l'alternative, une articulation entre justice sociale, démocratie et écologie. Nous pensons que le socialisme est indispensable pour réussir avec les écologistes et beaucoup d'autres, les insoumis, toutes les forces qui pensent la transformation, cette invention d'une nouvelle société. C'est par ces additions et ce dépassement de chacun d'entre nous dans quelque chose de plus grand que nous pouvons faire. C'est pour ça que nous demandons réhabilitation aujourd'hui du socialisme et la possibilité de pouvoir continuer nos combats. Merci. Oui, Madame la Présidente, Madame la Procureure, Monsieur l'avocat de la partie civile, 2 mises au point. D'abord, la première, Madame la Procureure, tout à l'heure, vous aviez eu l'air de dire que j'aurais contesté que des alertes avaient été formulées. On pourra consulter les minutes du procès. Je pense que les greffiers ont noté que dans mon propos introductif, j'avais bien signalé que des alertes avaient été faites, mais qu'elles n'avaient pas été entendues ou écoutées. Vous le prendrez comme vous voulez. Deuxième mise au point, c'est que je nous invite à ne pas nous tromper de procès. On a dit qu'il fallait définir le mot productivisme. C'est pas en fin de propos, de procès, que nous allons en faire la définition, mais je nous invite collectivement à ne pas nous tromper et de ne pas confondre productivisme et production, productivisme et progrès, productivisme ou productivité, productivisme ou consommation, productivisme ou croissance,
productivisme ou marchandisation et productivisme ou activité humaine. Et ceci étant dit, je voudrais citer mon premier témoin. Mon premier témoin, pardon, c'est moi. Je suis né en Lorraine. J'ai vécu en Lorraine, j'y vis toujours. Dans une ville où tout s'est organisé autour d'une mine de fer, évidemment aujourd'hui disparue. Dans un bassin où la sidérurgie a transformé cette région auparavant agricole en ce qu'on appelait, quand j'étais petit, parce que j'ai été petit, qu'on appelait l'Eldorado lorrain. Dans cet Eldorado, il y avait du travail, il y avait des salaires, il y avait des écoles, il y avait des hôpitaux, il y avait des théâtres, il y avait beaucoup d'immigrés qui venaient s'intégrer chez nous, des Italiens, des Polonais, des Nord-Africains, par le travail. Et nous, aujourd'hui, où nous voulons reparler aux classes populaires, nous devons expliquer que la fin des activités industrielles, ce qui pour certains probablement était assimilé à l'arrêt du productivisme, qui en fait de toute façon ne s'est que déplacé géographiquement dans le monde. Nous devrions expliquer à celles et ceux qui vivent encore là et qui regardent les friches industrielles, qui regardent les écoles désertées et les cités minières parfois abandonnées, et leur expliquer que la décroissance, d'où ma question tout à l'heure, serait le remède à tous les maux. Oui, bien sûr, si les régions, les femmes, les hommes ont pu profiter de l'activité industrielle que l'on peut, je le comprends, confondre parfois avec la course au productivisme, c'est aussi parce qu'il y a eu des luttes syndicales, parce qu'il y a eu des luttes sociales, des luttes politiques, et que les socialistes et d'autres se sont souvent retrouvés à côté, parfois même au milieu, de celles et ceux qui se battaient pour que la production, voire le productivisme, puisse profiter à l'amélioration de leurs conditions personnelles ou à l'amélioration de leur territoire. Et donc je pense qu'il est un peu rapide et que nous devons de se tromper presque de procès. J'entends même l'avocat de la partie civile se transformer en avocat du Parti socialiste devant peut-être ce qui pourrait passer pour des accusations. Je ne le fais pas dans le Zola, mais je nous invite, je répète, au moment où nous avons tous dit depuis quelques jours, depuis quelques heures, que nous devons reparler aux classes populaires, je nous invite à ne pas oublier ces expériences et ce que, personnellement, j'ai pu voir en Lorraine. On a pu le voir et on peut le voir encore dans beaucoup de bassins, j'espère industriels plutôt que post-industriels. Mon deuxième témoin, deuxième document, je me tourne vers les techniciens et avant que vous l'entendiez, je l'ai dit tout à l'heure, ne prenez pas ce témoin comme étant quelqu'un que j'aurais souhaité personnellement soutenir ou inviter, et n'y voyez pas de clin d'œil positif, politique. Voilà, si on peut passer le premier des trois extraits. Il y aura forcément des activités qui vont décroître. Les activités liées aux fossiles vont décroître. Et des activités qui sont renouvelables vont croître. Oui. Par exemple, on va créer de la richesse dans l'agriculture, par exemple. Oui. On va créer de la richesse dans un autre mode agricole. Mais vous avez, en effet, une partie de l'activité humaine qui va devoir disparaître. C'est pas exactement la décroissance. Donc... Voilà, ce premier extrait, il y en aura un autre, pour faire parler celui qui a été ministre d'un gouvernement, dont j'ai entendu parler,
gouvernement dont on semble d'avoir oublié qu'il a été à l'initiative, et en tout cas à la conclusion de la COP 21. Il fallait quand même le rappeler un moment. Cet ancien ministre de l'Industrie a eu des positions encore aujourd'hui sur les questions de production, de productivité, et bien sûr, pas forcément pour soutenir un productivisme effréné. Dans son propos, il évoque un certain nombre de points que j'ai déjà évoqués en creux tout à l'heure, sur le fait que, suivant la nature des activités, qu'il s'agisse ou pas de biens matériels ou immatériels, qu'il s'agisse ou pas de certains secteurs, agricoles, isolation des bâtiments ou autres, on peut avoir une approche différente des questions de mise en cause du productivisme. Mon deuxième extrait, là encore pour nous inviter à la réflexion, là encore je demande à ce qu'on passe le deuxième, consiste à interpeller, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ça a été fait, vous allez voir, c'est assez intéressant, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect et qui a souvent travaillé sur les questions de production, de productivité, mais aussi beaucoup sur les questions sociales, c'est parfois moins connu. Je pense, moi, que dans le modèle de développement qui est le nôtre, il y aura deux axes qui vont devoir être développés. La protection de la planète. Il faut continuer dans ce domaine. Je crois qu'il y a des actions qui ont été lancées, il faudra poursuivre. Et l'autonomie. Dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la santé, on ne peut pas rester dans la situation actuelle où nous sommes trop dépendants de l'étranger, et parfois de l'étranger lointain. Donc il va y avoir la reconquête. Et nous, moi je plaide depuis de nombreuses années, vous savez, pour la réindustrialisation de la France. Nous avons besoin de remettre en France des activités productives qui permettent de satisfaire les besoins des Français et d'exporter pour que notre balance commerciale ne soit pas structurellement déficitaire comme elle l'est actuellement. Vous aurez reconnu bien sûr Louis Gallois, qui a été un grand patron, qui l'est toujours d'ailleurs un peu dans ses activités, qui, je le dis au passage, serait bienvenu avec nous, mais qui n'a pas pu le faire pour des raisons personnelles et familiales. Donc on a bien compris au travers de cet extrait d'un interview la position que je développais en introduction de notre procès. On peut plaider coupable, Madame la procureure a, dans son rôle, bien sûr, égrener les effets négatifs ou pervers, négatifs, disons-le comme ça, des actes de l'accusé. Mais je crois qu'on peut, au travers par exemple, des deux éléments qui sont mis en avant dans cet extrait, à savoir la protection de la planète, c'est-à-dire développer des activités avec un regard différent de ce qui a pu être à une certaine époque, à savoir par des méthodes de production beaucoup plus respectueuses, et même entièrement, bien sûr, respectueuses des questions environnementales. Je ne vais pas rentrer dans les exemples et la technique, certains ont été évoqués ici, ou ce matin d'ailleurs dans le débat qui a précédé dans cette salle ce procès. Le deuxième, c'est bien entendu le besoin de réindustrialiser, d'autonomie, même si, quelque part, je me contredirais peut-être tout à l'heure en expliquant que les questions de développement ne sont pas que des questions locales, régionales, voire nationales, mais bien entendu aussi ont des aspects internationaux qui permettent parfois, si les choses sont bien construites, de coopérer autrement. Le dernier extrait, rassurez-vous, j'ai faim aussi comme vous, peut-être plus, non ? Le dernier extrait, vous allez voir, reprend un propos un peu plus détaillé du premier extrait que vous avez entendu tout à l'heure. Je pense qu'on peut produire et continuer ce phénomène d'accumulation en respectant différemment la nature. C'est-à-dire, finalement, on peut produire différemment, se passer du plastique, éviter le gaspillage de l'énergie, se consacrer à une activité purement renouvelable, avoir des activités durables. Ça va demander beaucoup d'efforts à l'humanité tout entière. Mais c'est parfaitement possible de le faire, et surtout, il faudrait pouvoir financer cette mutation.
Donc il va falloir faire des plans d'investissement massifs pour transformer le système capitaliste. Et surtout, que le capitalisme soit inclusif. C'est-à-dire que j'allais dire, ceux qui travaillent soient associés aux bénéfices de l'ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque vous avez une concentration de la richesse. J'ai lu le rapport d'Oxfam, qu'il faut citer toujours, c'est très intéressant, qui a montré que 2150 milliardaires sur Terre ont l'équivalent de la richesse de 60% de la population mondiale, c'est-à-dire 4,5 milliards de personnes. C'est quand même considérable. Hein. Dans ce petit extrait, on touche bien évidemment à un autre aspect que j'ai peu développé, mais je crois que tous les socialistes qui sont ici, et même les autres, que tous celles et ceux qui sont ici ont présent à l'esprit, à savoir la question du partage des richesses. Si le productivisme, c'est produire des biens qu'on assimile parfois à des richesses, la question du partage de ces richesses est évidemment essentielle. Essentielle. Et ça vaut à la fois pour la nuance entre celui qui produit, l'ouvrier, le salarié, et celui qui possède l'outil de production, à savoir l'actionnaire, pour faire simple, même s'il y aurait d'autres éléments à regarder. Ce partage est évidemment au cœur de ce qui doit être l'une des conditions que vous mettrez à la remise en liberté de l'accusé, même si nous l'aurons collectivement condamné. Le deuxième, c'est bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, et Louis Gallois ne disait pas autre chose, la nécessité d'encadrer nos systèmes de production par des conditions environnementales, j'allais dire drastiques, compte tenu de l'urgence et de tout ce qui a été évoqué depuis quelques heures ici autour des questions environnementales. Et je dois le dire, quand je dis des conditions drastiques, là où nous pouvons avoir à réfléchir aussi, c'est sur les outils à mettre en place. Nous avons probablement trop, et c'est l'ancien secrétaire d'État au budget qui vous le dit, utilisé le levier des taxes et de la fiscalité pour influer sur les comportements. Et on a vu, monsieur l'avocat de la partie civile, vous l'avez montré tout à l'heure, les effets que cela a pu produire. L'écotaxe a été peut-être mal construite, en tout cas elle a été mal vendue. L'écotaxe a mis les bonnets rouges sur la rue. La taxe carbone a été l'une des raisons de l'émergence des Gilets jaunes. Et je pense que nous devrions avoir d'autres outils que les outils fiscaux. Et je n'en vois pas beaucoup d'autres que les questions d'interdiction et de règlement. Et il faut parfois avoir le courage de dire, plutôt que de mettre une fiscalité dissuasive à des comportements, ou inversement une fiscalité incitative à des comportements vertueux, il faut parfois avoir le courage, et c'est pas toujours simple, Barbara Pompili est en train de le découvrir, d'utiliser l'outil réglementaire législatif pour pouvoir obliger un certain nombre de pratiques vertueuses dans nos systèmes de production. Voilà, j'aurais pu être plus long, je m'arrêterai là, sauf si vous insistez, et vous demande, Madame la Présidente, certes de prononcer la condamnation de l'accusé, qui méritait d'être défendu, j'ai tenté de le faire, et je savais la chose compliquée, mais sous réserve que nous imposions à l'accusé, aujourd'hui accusé, que nous imposions aux futurs condamnés, parce que l'issue de ce procès ne fait guère de doute, je plaide coupable, que nous lui imposions, au moment de sa remise en liberté, des conditions drastiques pour qu'il respecte le besoin de partage, le besoin de qualité, le besoin de respect de l'environnement, qui évidemment pourrait mettre la production au service du bien-être de l'individu, des territoires et finalement de l'humanité. Merci. Ce
renforcer, comme la partie civile a directement incorporé l'écologie politique. Je vais donner l'opportunité à Julien Bayou de donner une réponse courte et ensuite on procède. Oui, merci, parce que moi j'étais venu en témoin à l'accusation contre le productivisme et insidieusement j'ai cru comprendre que les écologistes figuraient sur le banc des accusés. Et je regrette que vous ayez mis trop de temps de votre talent à faire la distinction entre productivisme et production, alors que ça n'était pas du tout le sujet. Bon. Mais je constate que vous avez quand même une drôle de conception de l'hospitalité à nous accueillir pour finalement sous-entendre que la poursuite de l'écologie pourrait être synonyme de privation de démocratie ou d'absence de prise en compte du social. Vraiment, ça, j'en reste très surpris, et je comprends la provoque, et à mon tour, mais ça démontre, je crois, que le strict changement de logo, comme McDonald's ou celui du Parti Socialiste, ne suffit pas à démontrer l'évolution du logiciel. Et je voudrais vraiment insister là-dessus, sans prise en compte de l'écologie, qu'on peut résumer vraiment à grands traits comme l'environnement, la justice sociale, la démocratie, la promesse d'une société plus juste n'est que chimère. Ça n'est pas possible, puisque l'aggravation du dérèglement climatique va frapper en premier lieu les territoires les plus vulnérables, les populations les plus vulnérables, quand les plus riches, eux et elles, pourront évidemment s'en exonérer. Et donc vraiment, moi je voudrais insister absolument, terminer un mandat, si demain nous sommes aux manettes ensemble, je souhaite que nous le finissions, non pas en ayant signé un accord de Paris, mais en ayant mis en œuvre les conditions des politiques publiques qui permettent de mettre en œuvre. Sinon, on est dans le greenwashing. Si en 2015, on fait l'accord de Paris et que la loi de la transition écologique est finalement reportée au calendrier grec, on est dans le greenwashing. Et donc demain, si nous sommes de manettes, moi je souhaite que nous puissions ensemble terminer le mandat en nous réjouissant, non pas comme François Hollande, de la baisse des impôts, de l'accroissement de la production et de la compétitivité, mais bien de l'amélioration du bien-être, de l'égalité des territoires et de l'espérance de vie et de la santé de la population. Je sais qu'il est très tard et que vous avez tous besoin de déjeuner avant la séance des séances de l'après-midi. Je vais tout de même donner l'opportunité, vraiment en 1 minute de conclusion, si le souhaite, avant de procéder au vote. Donc, Madame la procureure, très rapidement. Très rapidement, merci Madame la Présidente. C'est juste un mot en réaction à la plaidoirie de l'avocat de la défense sur le lien entre les classes populaires et l'écologie. Parce que je pense qu'en effet, c'est un enjeu tout à fait majeur. Et si l'écologie reste un sujet pour urbains aisés, alors on va aller littéralement dans le mur. Mais alors, ça veut dire que c'est aussi notre responsabilité, je me mets là pour le coup dans le courant issu de la tradition du mouvement ouvrier par culture politique historique, c'est notre responsabilité que d'être capable de faire la jonction entre cet objectif social et cet objectif écologiste. Et je termine en rappelant quand même que le monde populaire, les classes populaires sont 40 fois plus touchées par justement les enjeux de pollution et tout ce qui est lié au climat, et oui, et payent 4 fois plus de taxes carbone proportionnellement à leurs revenus. Donc, pour moi, le slogan qui est aujourd'hui devenu un slogan phare et qui est une base pour un projet politique commun, c'est fin du monde, fin du mois, même combat. Et je pense qu'à partir de là, à partir de cette jonction, on a la clé pour arriver à une écologie populaire qui n'enfourche pas cette idée que les classes populaires, finalement, auraient autre chose à faire que de s'occuper d'écologie. C'est faux. Moi, je suis élue de Sevran, Villepinte et Tremblay, qui sont 3 villes extrêmement populaires. Et je veux témoigner à quel point, moi, j'entends dans les quartiers populaires des enjeux sur qu'est-ce qu'on mange, est-ce que c'est vraiment voilà, la pollution de l'autoroute à côté, etc. Ce sont des enjeux qui intéressent aussi le monde populaire. Et c'est à nous de montrer que c'est porteur d'une amélioration pour toutes et tous. Pour rapprocher nos points de vue par l'échange avec Julien Bayou, c'est que moi je suis dans mon rôle d'avocat d'un parti civil à demander la réhabilitation du socialisme. En aucun cas en disant que si on allait vers l'écologie, on irait vers moins de démocratie ou de justice. En disant qu'il y a des points de faiblesse dans l'histoire de l'écologie politique sur ces questions-là, et on peut en débattre, je le maintiens, et que c'est je les ai cités, et que c'est dans la conjonction de nos histoires qu'on pouvait construire ces sociétés environnementales, démocratiques et justes,
et que ça légitimait la réhabilitation des socialistes pour construire tous ensemble la gauche de demain et la société de demain. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce... Écologie absence de démocratie, mais... Non, mais... On va vous laisser finir autour de l'apéritif, mais... non, moi je voulais dire, pour terminer sur un moment plutôt d'accord, que je rejoins Clémentine Autain, la procureure, pardon, dans une grande partie de sa conclusion, c'est que on a tous senti, mais on n'a peut-être pas les mêmes villes, les mêmes quartiers, les mêmes populations, mais on a tous senti le besoin de pédagogie, je veux dire, qu'il faut faire pour essayer de faire passer un certain nombre de mesures qui aujourd'hui ne sont pas du tout perçues comme étant nécessaires par une population qui, pour plein de raisons, a été élevée autrement, a entendu d'autres discours et n'est pas prête. Mais bon, voilà, je n'ai pas de leçon à recevoir sur la position par rapport aux plus riches ou autres. Personne ici n'est là pour donner des leçons. Je crois que le but de ce week-end, c'était aussi sur le niveau de lancer des débats qu'on va pouvoir continuer dans les prochaines semaines et les prochains mois, et donc on aura d'autres occasions et d'autres événements de poursuivre ces discussions que nous commençons aujourd'hui. Je voudrais du coup procéder à la conclusion de ce grand procès maintenant. L'accusé ayant plaidé coupable, je ne vais pas vous faire voter sur cette question puisqu'il y a convergence sur ce point-là. Donc en tant que président de ce grand procès, je vais effectivement reconnaître la culpabilité de l'accusé, et donc je vais vous proposer plutôt donc de voter à la demande effectivement de la défense, de voter sur la sentence, sur la peine. Et donc la question, le choix est entre est-ce que le productivisme mérite la prison ferme immédiate, condamnation à vie, à perpétuité, ou est-ce qu'il mérite un sursis, une liberté conditionnelle et surveillée. Donc on va procéder au vote à main levée parce que c'est plus simple. On avait pensé au début à des applications, etc. Puis tout le monde n'a pas chargé les applications. Donc on va procéder à un vote à main levée. Qui est pour la prison ferme à perpétuité? Qui est pour la prison, pour le productivisme étant coupable, qui est pour la prison ferme à perpétuité immédiate? Alors, relevez les mains pour qu'on puisse... C'est quoi la peine? Liberté conditionnelle. Merci. Et donc, qui est pour un sursis, une liberté conditionnelle et surveillée? On connaît l'issue, ce sera pas appliqué. Il faut taper fort. Exactement, rappel à la loi, 135 € d'amende, 45 € d'amende. Je pense que c'est très serré. Est-ce qu'on a des volontaires dans la salle qui nous ont aidé à faire le décompte? Mais oui, je crois que c'est à peu près équivalent. Tout à l'heure, j'ai compté 26 tout à l'heure. Alors, moi, je dirais qu'il y a liberté conditionnelle, mais à deux voix près, enfin vraiment à une très faible marge. Et donc, on est quasiment à égalité, ce qui veut bien dire que ce débat-là n'est pas terminé, que le socialisme, les socialistes que nous sommes et la gauche en général, continue à avoir à travailler à ce que doit être
on est tous d'accord sur le fait qu'il faut sortir du productivisme. La question est à quelle vitesse, selon quelle transition et vers quel projet exactement. Donc, merci à tous.